Ok, donc bon cycle de l'année 2023. Donc pour la petite histoire, depuis 2022, IIBA Côte d'Ivoire Chapter a initié les billets Talk pour que tous les amoureux de la business analyse, que des speakers passionnés de business analyse sur des thématiques relatives à tout ce qui est lié à la business analyse, à la gestion de projets, à l'agilité et tout ce qui touche au domaine de l'entreprise. Donc, pour la première édition de 2023, nous avons l'honneur de recevoir Michel Raimondo. Donc, bonsoir Michel. Bonsoir Nadège. Je vais essayer de te présenter en quelques lignes. Donc, qui est Michel? Michel a une expérience de consultant opérationnel de plus de 30 ans. C'est un expert en transformation digitale et gestion du changement dans les organisations privées et publiques. On va dire que Michel, c'est un international sur des missions de gouvernance et de stratégie du système d'information et tout ce qui est relatif à la gestion de projet. Donc, Michel a été pendant 15 ans manager de transition à la fonction de directeur de système d'information. Il a aussi des diplômes en ingénierie industrielle et il est aussi certifié CIBAP de la business analyse de IIBA. Ensuite, il est certifié gouvernance, certifié ISACA, gouvernance IT, ITIL version 3. Donc, Michel est polyvalent. On va dire que il est agent de transformation, comme le dirait la business analyst, mais il est aussi acteur dans tout ce qui est transformation dans différents domaines d'entreprise. Et il a évolué dans les secteurs d'activité comme la télécommunication, les industries pétrolières, chimiques et pharmaceutiques, industrie alimentaire, en tout cas dans tout ce qui est grosse industrie. Donc, ça sera tout pour la présentation de Michel. Donc, je vais te laisser partager ton écran, te présenter à nouveau si tu veux. Et puis, c'est tout. Merci Nadège. Je pense que pour moi, si je me rappelle bien, il faut que tu cesses ta présentation. Voilà, que tu arrêtes et que c'est moi qui démarre le partage. Alors, on va voir si ça va fonctionner aussi bien qu'avec toi. Cher. Allez, donc. Voilà, Nadège, confirme-moi si tout va bien. Oui, tout va bien. Je vois bien ton écran. J'espère que c'est pareil Voilà. pour les autres. Et j'espère que c'est pareil pour les autres. Oui, ça Ben va. écoutez, merci d'abord Nadège de ton invitation à ce billet talk. Euh, c'est vraiment un plaisir pour moi de parler et d'échanger avec la communauté de business analystes en Côte d'Ivoire. Je ne regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas être sur place. c'est c'est beaucoup plus agréable, mais en tout cas, ça fonctionne très bien, même à distance. Hein. Alors, voilà Ah oui, je vais faire une petite remarque d'abord, c'est que comme je fais des présentations à la fois en anglais et en français, j'ai décidé une fois pour toutes que je n'utiliserai qu'une seule langue et tous mes transparents depuis plusieurs années maintenant sont en anglais. Si ça pose le moins de problèmes à certains d'entre vous, n'hésitez pas à m'interrompre. Et de toute façon, tous mes commentaires seront faits en français. Hein. L'autre chose qui a été discutée aussi, c'est que ceux qui veulent poser une question dans le courant de la présentation sont évidemment les bienvenus. S'ils préfèrent plutôt qu'intervenir en direct, poser la question dans le chat, et puis c'est Nadège qui se chargera alors de poser la question pour tout le monde. Alors, hein. On peut y aller, on y va? Pas de réponse, donc j'y vais. Voilà le timing, les différents sujets que Ok, je me Michel, on y va. propose. Merci Nadège. Voici les différents sujets que je me propose d'aborder avec vous. Hein.
Pourquoi peut-on encore considérer que beaucoup de projets informatiques, et pas seulement informatiques d'ailleurs, d'organisation ou de transformation échouent? Je vais rapidement évoquer le framework, le cadre de travail des project managers. Je me permets d'ailleurs ici de faire une toute petite remarque. Je vais en faire deux en fait. Donc, vous avez vu que, et on va en parler tout de suite en détail, j'étais business analyst, project manager, DSI, etc. Hein. Et donc, j'ai rencontré sur 3 continents, dans toute une série d'entreprises, et merci de l'avoir noté, Nadège, plutôt des entreprises manufacturières que des banques et des assurances, même si j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu pour ce type de secteur d'activité. J'ai quand même eu l'occasion de rencontrer pas mal à la fois de project managers et de business analysts, avec un regret dans un certain nombre de situations où les business analysts ne connaissaient pas grand-chose de la gestion de projet et où les chefs de projet ne connaissaient pas grand-chose à la business analyse. Hein. D'où l'idée de considérer que c'est potentiellement, et je dis bien potentiellement, hein, la possibilité de créer des dream teams, des équipes choc qui vont en effet bien fonctionner. Et donc, à côté de ce framework Project Manager, je vais présenter celui de l'IIBA, mais aussi une interprétation personnelle que je peux avoir. Et puis, je vais montrer comment le project manager et le business analyst peuvent en effet constituer une dream team. Et je terminerai la présentation en parlant de compétences pour les business analysts et puis en suggérant éventuellement un autre titre pour cette présentation. Et ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais je voudrais terminer ce soir non pas en fermant une porte, mais plutôt en ouvrant une autre. Ok. Alors, voilà comment j'ai l'habitude de me présenter. Je vais pas surenchérir à la présentation de Nadège. Retenez quand même que parmi toutes les fonctions que j'ai eu l'occasion d'exercer, ma vision encore ce soir n'est pas uniquement celle du business analyst. C'est aussi celle du project manager, c'est aussi celle du DSI qui doit organiser le travail entre des project managers et des business analysts. OK. J'ai été également prof dans des universités, peu importe. Alors, il y a quand même une chose que je voudrais préciser. J'ai en effet été CIBAP en 2008. Je l'ai renouvelé une première fois en 2011 et depuis 2014, officiellement, selon les critères IIBA, je ne peux plus me prévaloir d'une certification CIBAB. Donc, j'indique bien ici que cette certification s'est terminée en 2014. Et en fait, pourquoi? Parce que j'avais vraiment envie de me concentrer après ça sur la gouvernance. Et c'est comme ça que j'ai cette certification gouvernance auprès d'ISACA. Voilà, ça me paraît assez en ce qui me concerne. Voilà le certificat que j'ai reçu in illo tempore de la part de l'IIBA. Et puis, je vous donne quelques références en bibliographie ici. Hein. Alors, bien entendu, je vais utiliser le BABOK et le PMBOK. Depuis lors, le PMBOK est à la 7e édition. J'ai entendu des bruits qu'au sein de l'association IIBA, la version 4 devrait sortir, non pas incessamment sous peu, mais quand même bientôt. Alors, je vous propose 3 bouquins qui me paraissent à moi indispensables, j'ai pas peur des mots, hein, qui me paraissent un peu indispensables pour tout business analyst, parce que notamment, je trouve que il existe trop de business analysts, entre guillemets, qui se contentent du contenu du BABOK pour comprendre, exercer et améliorer leurs connaissances concernant le métier de business analyst. Ce serait pas mal
d'avoir l'opinion d'un certain nombre d'autres personnes. Alors elles sont relativement proches, mais dans un certain nombre de cas, elles peuvent aussi venir enrichir le contenu typique du BABOK. C'est d'ailleurs pour ça que je me propose je vous les propose. Hein. Alors, je vais essayer quand même si je veux dire, je suis un homme de terrain et donc j'aime bien que vous ressortiez de ce type de présentation par un certain nombre de choses concrètes. Et d'ailleurs, encore une fois, si vous pensez que vous avez besoin à un certain moment de mon explication, une information plus précise, n'hésitez pas à m'interrompre ou à demander à Nadège de le faire pour vous. En gros, je vais essayer que vous sortiez de cette présentation avec une vue claire des responsabilités respectives entre le project manager, le chef de projet et le business analyst. Et comme vous le savez certainement, une des manières d'exprimer les responsabilités respectives de personnes, on utilise une matrice récit et je vous propose un très faible, enfin très petit résumé de cette matrice récit à ce niveau-ci. Et j'espère que pour tous, vous êtes familiers avec la notion de Work Breakdown Structure, de WBS, qui est la manière de décomposer les tâches et les activités à l'intérieur d'un projet. Je vais également vous proposer une classification des requirements. Alors, petite parenthèse encore ici, je vais continuer à utiliser le mot requirements parce que je suis aussi en contact avec d'autres personnes qui veulent absolument faire la différence en français entre les besoins et les exigences. Je vous avouerai que je suis pas très, j'ai pas encore très bien compris les nuances qu'ils veulent mettre entre la notion de besoin et d'exigence. Je suis pas sûr que les différences qu'ils font soient très, comment dirais-je, importantes. Et donc, je vais continuer à utiliser en anglais, malheureusement, le mot requirements. Pour vous, comprenez ça systématiquement comme étant la réunion, on va dire comme ça, hein, entre la notion de besoin et la notion d'exigence. OK? Et donc, je vais vous proposer une classification personnelle des requirements qui est différente de celle de l'IIBA, pas sur les fondations, mais qui vient, à mon avis, la compléter. J'aurai l'occasion de vous expliquer ça un tout petit peu plus tard. Donc, commençons par pourquoi les projets continuent à présenter un taux d'échec finalement relativement important. Une des références régulièrement acceptées, admises et respectées en la matière, c'est le Chaos Report du bureau de consulting appelé Standish Group, hein, qui fournit une information à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, hein, et qui continue d'ailleurs de dire que, en moyenne, 75% des projets sont challengés ou échouent, alors qu'une plus faible proportion d'entre eux, c'est-à-dire à peu près 25%, sont en effet des réussites. Ce qui me paraît fondamental ici aussi, c'est que ils font un tout petit peu, je n'ai pas les chiffres, les derniers chiffres qu'ils proposent, ils font une petite différence dans les pourcentages entre les projets développés avec la stratégie dite en cascade ou waterfall et les projets développés en agile. Okay, il semble bien que les résultats pour les projets développés en agile soient un tout petit peu meilleurs, mais à mon avis, de manière très peu significative. Et je dis ça pour les gens qui croient que le cascade, c'est très mauvais et que l'agile, c'est très bon, parce que finalement, quand on regarde les résultats et les statistiques quasiment mondiales hein, sur la gestion de projets, les projets agiles fonctionnent pas tellement mieux que les projets en cascade. Contrairement à un certain nombre de croyances. Et j'utilise
volontairement le mot croyance pour l'opposer à la notion de connaissance sur la base de chiffres régulièrement admis. Alors, la réponse traditionnelle, et j'espère que je vais vous emmener sur un terrain non conventionnel. Alors, encore une fois, vous jugerez par vous-même. Je vais vous présenter mes propres opinions sur un certain nombre de choses. Sachez toutefois que mon objectif à moi, c'est pas d'avoir raison. Comme DSI, comme business analyst ou comme gestionnaire de projet, mon objectif n'a jamais été d'avoir raison. Mon objectif est de faire des trucs qui fonctionnent. Ok ? Donc, je vais vous présenter mon opinion sans nécessairement dire que c'est la meilleure et certainement pas en disant je suis le seul à avoir raison et tous les autres ont tort. Hein, ok ? Que les choses soient bien claires entre nous. En tout cas, les chiffres que je vous propose ici viennent encore du Chaos Report. Et en gros, qu'est-ce qu'on constate ? Que pour près de 50%, en réalité 43,2%, la raison principale d'échec des projets tourne autour de la notion de requirement, tourne autour de la notion d'expression des besoins, de compréhension de ces besoins ou de ces exigences. Okay? Alors, vous avez deviné que je suis suffisamment vieux que pour avoir un certain nombre d'années d'expérience et d'avoir vécu dans des tas de directions informatiques dans lesquelles on trouve les informaticiens qui disent c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas de ma faute, c'est l'utilisateur qui sait pas ce qu'il veut, qui a des attentes irréalistes, qui change constamment, les besoins qu'il avait à un moment donné ne sont plus les besoins qu'il a après, ils connaissent rien à la technologie, etc., etc. Okay ? Alors, rapidement, moi j'ai pris le contre-pied total de ça, en disant que, en tant que business analyst, c'est nous qui sommes responsables de la qualité des requirements qui sont identifiés, analysés, documentés, validés, communiqués. C'est le business analyst qui est responsable de ça. J'aime bien un certain nombre de personnes, par exemple, qui disent, et je vous pose la question, je vais y répondre tout de suite après, hein, juste parce que j'essaye de vous challenger un petit peu, d'où viennent les requirements? Croyez-le ou pas, la plupart des business analysts disent ils viennent des utilisateurs. J'appartiens à la catégorie des gens qui croient que c'est faux. Les utilisateurs expriment des problèmes, ils expriment des points pour lesquels ils ont des difficultés, ils expriment des manques, ils expriment toute une série de choses de ce type-là, mais les utilisateurs ne parlent pas, entre guillemets, le langage requirements. C'est notre boulot à nous de business analyst de transformer ce que les utilisateurs disent en requirements. Et donc, les requirements ne viennent pas des utilisateurs, ils viennent des business analysts. J'en suis, mais vraiment intimement convaincu. Et donc, je vais vous proposer un certain nombre de réponses un peu moins traditionnelles que les réponses auxquelles je viens de faire allusion maintenant, qui sont fournies par pas mal de business analysts, et pas seulement les business analysts d'ailleurs, hein, les directeurs informatiques, les chefs de projet, les programmeurs, etc. Et donc, voici quelques questions que je soumets à votre perspicacité. Est-ce que la volatilité, c'est-à-dire le changement des requirements, vient plutôt de la manière dont le business analyst évolue dans la compréhension qu'il a des besoins exprimés, ou est-ce que c'est réellement parce que les utilisateurs changent leurs besoins? Vous voyez que je suis quand même très, très orienté. Hein. Est-ce que la plupart du temps, dans les projets, on voit plutôt des analyses qui sont faites à partir d'une première rencontre entre l'équipe de projet et le domaine qui pose problème? Autrement dit, et ça c'est un de mes grands dadas, je vous le
Je vous le donne tout de suite. Dès que j'ai été DSI et que j'ai dirigé un certain nombre d'équipes de gestion de projet ou de business analyst, j'ai systématiquement demandé à mes business analysts, et je leur ai quasiment à tous, partout où je suis allé, interdit d'aller interroger les utilisateurs à partir d'une feuille blanche. Je leur ai dit, je veux que vous ayez un certain nombre de connaissances préalables qui vont effectivement vous permettre de poser des questions pertinentes et surtout de bien comprendre ce que les gens vont vous dire. C'est quasiment à mon niveau une question de crédibilité. Si vous connaissez rien à la finance et que vous allez rencontrer le directeur financier, il va rapidement vous vous mettre à la porte, parce que vous posez des questions qui sont pas pertinentes pour lui ou qui sont de beaucoup trop bas niveau. Okay. Donc pour moi, un des défauts des business analysts, c'est d'aller rencontrer des gens compétents en étant passablement incompétents. Ok. Alors, je passe sur les deux derniers, qui sont peut-être moins importants dans ce que je veux vous dire maintenant. L'autre aspect si on a qui sont pas d'accord, allez-y, je veux dire, levez-vous, frappez sur la table, dites que vous n'êtes pas d'accord, etc. Est-ce que on démarre des projets alors que la définition des besoins est quasiment parfaite ou en tout cas très peu claire? Est-ce qu'on ne devrait pas gérer les requirements en dehors des projets? Et est-ce que finalement, on fait une différence claire entre l'ensemble des besoins du business, et vous aurez compris que j'appelle ça le product scope, et le scope du projet qui est souvent inférieur à l'ensemble des besoins exprimés par le business pour un produit dans sa finalité. J'ai dit souvent, c'est faux. La plupart du temps, on mélange ces deux notions. Le scope du projet est égal au scope du produit. Et d'ailleurs, encore une fois, que l'on soit en plan driven, c'est-à-dire en cascade, ou en change driven, c'est-à-dire grosso modo en itération ou en incrémental, et certains diraient en agile. Okay? Si on regarde bien, et ce que je vous mets là, ce sont des choses que je trouve, que vous pouvez trouver dans le guide du project manager. Et il définit clairement la notion de product scope et de project scope. Mais il dit aussi le terme project scope est souvent entendu ou compris comme étant similaire à la notion de product scope. Et je pense que là, on fait une erreur assez fondamentale, puisqu'on sait bien qu'une application, un produit, on le fabrique une première fois, ça c'est un projet, et puis il y a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième projet pour améliorer, corriger et parfois même envoyer aux archives une application. Alors, la troisième composante de ma réponse non traditionnelle, elle est directement liée à les activités identifiées à l'intérieur du framework Project Management. Et là, comme chaque fois que je présente ce sujet, je montre que, et pour ceux qui sont familiers, en gros, dans le PMBOK, il y a 5 process groups, et puis il y a 9 ou 10 selon les versions des knowledge areas, domaines de connaissances. Au début du projet, lorsqu'on fait le planning du projet, dans le scope, on voit une activité qui s'appelle Collect Requirements. Alors, autant on gère le budget, on gère le temps, on gère les ressources, on gère les risques, tout au long de l'exécution du projet, depuis l'initiation, planning, exécution, contrôle et surveillance et clôture, on gère l'ensemble de ces composantes de A à Z. Il se trouve, et je mets systématiquement mon audience au défi, de trouver
qu'il existe une autre activité dans ce cadre-là qui fait référence aux requirements à l'intérieur de la gestion de projet. C'est le seul endroit, c'est la seule activité qui fait vraiment référence à la notion de requirements. Hein? Alors c'est très à la mode aujourd'hui de parler de fake news et de checking. Hein? Eh bien, checker ce truc-là, ne me croyez pas, allez voir dans le PMBOK et puis trouver une autre activité que la 5.2 qui parle de requirements. Alors, voyons justement ce framework, ce cadre de travail pour les project managers. C'est très classique. J'attire simplement votre attention sur le fait que la notion de boucle, qui est très à la mode dans le mode agile en parlant de sprint, etc., hein, elle est déjà fondamentalement dans les process groups du PMBOK depuis quasiment la version 1 ou 2 du PMBOK. C'est planning, exécution, surveillance, et si on a des problèmes, on replanifie et on exécute. Hein. Donc la notion de boucle a toujours été inhérente à la gestion de projet. Alors que aujourd'hui, par exemple, certains aficionados de l'agilité contredisent ce fait-là. Ils considèrent qu'on n'a jamais fait de boucle et qu'on attend 2 ans pour comprendre que finalement le projet ne sert à rien, ou en tout cas il satisfait pas les requirements des utilisateurs. Hein. Le fait d'être adapté ou de s'adapter est inhérent à l'ensemble des projets, quelle que soit la stratégie de développement. Encore une fois, qu'on soit agile ou en cascade. C'est inscrit dans les gènes de la gestion de projet. Okay. Alors, voilà comment on peut présenter les différents knowledge areas. Je les rappelle ici juste pour la bonne forme, simplement pour vous rappeler que voilà le cadre à 2 dimensions. Hein. D'une part, avec les process groups, le timing, et d'autre part, les knowledge areas. Et à l'intérieur, on trouve des activités et des délivrables. Retour aux requirements. Et là, encore une fois, j'ai copié-collé le contenu du PMBOK. Et que nous dit-il à propos des requirements? Il dit, les requirements ont toujours été un problème dans la gestion de projet, hein, et continuent à être un souci pour lequel il faudrait donner de plus en plus d'attention à l'intérieur de la profession de gestionnaire de projet. Est-ce qu'il existe, deuxième question, est-ce qu'il existe des domaines, areas, des aspects du projet pour lesquels on a des requirements qui sont pas stables? Est-ce que pour ces requirements qui sont pas stables, est-ce qu'on devrait plutôt utiliser du lean, du agile, des techniques adaptatives telles que on puisse transformer ces besoins, ces exigences, considérées à un moment donné comme instables, de les rendre stables pour pouvoir continuer à avancer? J'invente rien, c'est copier-coller de la part du PMBOK. Est-ce que les activités de business analyst, je suis bien dans le PMBOK, okay, dans lequel il n'y a qu'une seule activité qui fait appel aux requirements, qui dit collect requirements. Est-ce que les activités de business analysis ne devraient pas démarrer avant que le projet soit initié, et même d'ailleurs qu'un project manager soit assigné à la réalisation de ce projet? Ma réponse à moi, c'est oui, hein, okay. Mais ça, c'est une toute autre présentation où je dis que, en réalité, le cycle de vie des requirements, c'est beaucoup plus long que le cycle de vie des projets. Vous avez déjà compris la notion entre project scope et product scope, et que donc, au fur et à mesure des projets, on exécute, on réalise, on modifie un certain nombre des requirements, et que donc, ce serait peut-être une bonne idée de gérer les requirements indépendamment des projets, avant, pendant et après.
Mais ça, c'est un tout autre sujet qui est une autre présentation très complète. Je ne fais que l'aborder ici avec vous pour mentionner cet aspect-là des choses. Alors, pour terminer la notion entre projet et produit, le PMBOK dit les choses suivantes. À l'intérieur du PMBOK, vous allez voir une description des processus de gestion de projet. Vous allez rien voir concernant les processus de définition du produit. C'est out of scope. C'est très intéressant. Pour nous, business analysts, ça, c'est très intéressant. Et donc, les processus qui soient orientés projet ou orientés produit, bien entendu, ils ont eux aussi compris qu'il y a un recouvrement entre ces deux groupes de processus. Et que ce serait pas mal, hein, bon, c'est mon avis un petit peu critique, là, ce serait pas mal qu'ils soient alignés, connectés, etc. Okay, et que donc il faudrait que le WBS reflète l'ensemble de ces deux groupes de processus, la gestion du cycle de vie du projet et la gestion du cycle de vie des produits ou du produit que le projet est censé délivrer. J'espère que tout ça est clair pour vous. Je ne vois pas d'autres visages que le mien. Il y a une question, je pense. Oui. Il y a une question, il y a Xavier qui a une question. Donc, Xavier, tu peux y aller. J'écoute. Bonjour à tous. Moi, c'est Xavier Ouattara, gestionnaire de projet. J'ai juste une question en ce qui concerne le cycle de vie long des requirements. Oui. Donc, j'ai cru comprendre que derrière, vous suggérez de passer par un projet pour la collecte des requirements, tout en ayant en parallèle les projets, c'est ça? Le cycle de projet lui-même? Alors, c'est une excellente question et je vais tout de suite te dire pourquoi. Parce que, on le verra plus tard, ok? Mais il y a différentes phases pour le développement de projet. Mais mon idée fondamentale, ok, et que je veux dire, je suis pas dans la théorie, hein, c'est vraiment quelque chose que, en tant que DSI, j'ai eu l'occasion de mettre en place. Hein. D'ailleurs, je vais aborder un tout petit peu cette question un petit peu plus tard, tout à l'heure dans la présentation. Mais je suis de plus en plus convaincu, pardon, qu'il faut être capable, dans une DSI, de gérer le cycle de vie des requirements indépendamment des projets. Et donc, et comme c'est un travail récurrent, alors qu'un projet est une initiative limitée dans le temps, je pense que les techniques de gestion de projet, pour répondre directement à ta question, hein, je pense que les techniques de gestion de projet ne sont pas adaptées à la gestion d'activités récurrentes. C'est d'ailleurs comme ça que le PMBOK définit la notion de projet. Ok ? Un projet, c'est une initiative finie dans le temps, qui a un début et une fin. Tandis que pour moi, la gestion des requirements est une activité récurrente qui n'a ni un début ni une fin, qui a lieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection ou d'interaction entre les deux? Non, bien sûr. J'ai montré qu'ils doivent interagir. Mais je suis de plus en plus persuadé, et ça fait quelques années, croyez-moi, hein, que il faut porter une action particulière dans l'entreprise et dans les DSI à la gestion des requirements, presque plus importante, presque plus importante qu'à la gestion de projet. Alors qu'aujourd'hui, vous et moi, les business analysts et les project managers, savent que c'est plus valorisant d'être project manager que d'être business analyst. En tout cas, quand on regarde les niveaux de salaire, un project manager est est mieux payé qu'un business analyst. Est-ce que j'ai répondu à ta question? D'accord. En partie, j'ai compris que par la suite, on fera mieux votre suggestion et tout ça. Je pense que je vais attendre la prochaine partie et pouvoir mieux comprendre votre logique. Merci beaucoup. Avec plaisir. N'hésitez pas les autres, hein, n'hésitez pas à interrompre. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Je ne sais pas Oui, c'est qui me Abdelkader parle. du chapitre tunisien. On a échangé il y a un bon moment ensemble. Je t'avais reconnu à la liste des participants. Je me suis dit, ça, c'est D'accord. mon ami Abdelkader. Ah oui, ouais. Et je suis très J'espère très que tu vas content, bien. très bien, et je suis très très content aujourd'hui. Donc merci à Nadège, merci à toi aussi pour cette présentation qui est très intéressante, très Merci. attractive. Du coup, je voulais juste m'arrêter un petit peu sur l'aspect requirement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une différence plutôt entre les requirements, plutôt est-ce que les requirements indiqués par le PM Book, est-ce que ce ne serait pas des requirement project, c'est les exigences du projet, et non pas plutôt des exigences de parties prenantes, c'est-à-dire exigences en termes de contenu, des exigences en termes de planification, de risque, d'approvisionnement, parce que d'après ce que j'avais appris, en fait, ces exigences, ils prennent naissance un petit peu avant, pendant la période d'initiation, avec tout ce Alors, qui est... oui, je crois que je comprends bien ta question. Et elle est, Abdelkader, très pertinente. Et je vais te répondre très facilement. Je connais très bien le PMBOK aussi bien que le BABOK, hein, ok? Et d'ailleurs, je reviens là-dessus. Tout bon business analyst devrait très bien connaître le PMBOK aussi. Mais ça, on verra ça plus tard également aujourd'hui. Hein. Alors, en effet, dans le PMBOK, il y a les requirements au niveau du projet et les autres requirements, pour faciliter la tâche, Abdelkader, et pour répondre à ta question, sont plutôt des exigences de type fonctionnel sur le produit par opposition à des exigences sur le projet. Est-ce que très toi et bien. moi, on a la même compréhension de tout ça? Oui, oui, je voulais juste m'en assurer, voilà. OK, très bien. Eh Parce que bien, c'est une... il y avait Je plusieurs t'écoute. lectures, en fait, qui font un petit peu la différence. Du coup, je voulais juste m'assurer par rapport à ça. Je te remercie d'avoir posé la question. Hein. J'aurais dû préciser en effet au départ que dans la gestion des processus de projet, il y a la gestion des requirements de projet. Est-ce que tu pourrais par exemple citer des exemples de requirements de projet? Est-ce que tu en as en tête maintenant? Voilà, par exemple, des requirements de gestion de planning, des requirements de gestion de parties prenantes, voilà, de coûts aussi. Magnifique, Voilà. magnifique. C'est très clair dans ta tête. J'espère que c'est clair dans la tête des autres. Les exigences en termes de projet, pour faire très simple, c'est le triangle magique du scope, du timing et du Qualité. budget. Oui, Hein? budget, oui. Dans le scope, je mets la qualité, Abdelkader. Mm. D'accord? Donc, en Très bien. effet, qualité, temps et ressources. Hein? Et ressources, je mets budget, forcément. Okay? Après ça, il y a la gestion des risques, il y a la gestion de l'approvisionnement, il y a la gestion de la documentation, etc. On est bien d'accord. Hein? Mais donc, il faut Très faire une bien. distinction claire entre des exigences liées à la gestion du projet par opposition aux exigences liées à la création du produit en question. Et pour faire simple, en tout cas maintenant, pour être essayé d'être le plus compris par le plus grand nombre, on va parler d'exigences de type fonctionnel produit par opposition aux autres exigences de type projet. Okay? J'aurais peut-être dû en effet le préciser au départ, mais merci de ta question. Non, Ça, je pense que ça c'est explique très fort clair, les choses. c'est clair, Michel. Ben, merci beaucoup. Super. Je te laisse continuer. Merci. Merci Abdelkader. Merci. Alors, euh, oui, est-ce que j'ai des choses à dire ici? Ce qui me paraît important, c'est de dire que le scope du projet n'est pas bien défini, hein, si on n'a pas une bonne connaissance préalable de comment créer un produit. Et je vais me permettre ici encore une petite digression sur, par exemple, la construction d'un pont au-dessus d'une rivière. Alors, je n'ai jamais été chef de projet de construction d'un pont au-dessus d'une rivière. Hein. Je n'ai jamais vu les plans dessinés préalablement. Mais en fonction de ce que j'ai déjà pu voir,
Il y a beaucoup plus d'éléments préalablement à l'exécution du projet dans le cadre de la construction d'un pont que d'éléments décrivant les requirements, c'est-à-dire les exigences fonctionnelles de la part d'un produit. Elles sont très peu définies au départ du projet. D'ailleurs, encore une fois, ça se retrouve ici. Dans la deuxième phase il préfère parler de process group, le PMBOK, dans le process group de planning, c'est à ce moment-là qu'ils font la collecte des requirements. Et moi, comme DSI, je me suis toujours posé la question, tiens, comment je fais pour évaluer les coûts, les ressources nécessaires et le scope quand rien de tout ça n'est défini au démarrage du projet? C'est une question très stupide, ça va? Mais c'est une question que se pose un dirigeant qui doit aller vendre l'idée d'un projet à un directeur général qui va le regarder, qui va dire, est-ce que je mets ce type dehors dans mon bureau avec un coup de pied au derrière, ou bien est-ce que j'écoute ce qu'il a à me dire? OK? Dans mon esprit, c'est vraiment fondamental. Donc, la description du produit, je construis une maison, je fabrique une industrie, un plant, un outil de fabrication, je construis un pont, je construis une application informatique, etc. Et donc, typiquement, ce que je veux essayer de vous montrer par là, c'est que le work breakdown structure, la description du travail à réaliser, selon que l'on fabrique une maison, un pont, une application informatique, forcément, cette découpe en tâches est forcément différente de l'ensemble des autres. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Qui peut faire ça? Le project manager? Certains sont des bons business analysts, ils sont plutôt rares. Et du coup, mon idée, c'est ça, le Dream Team. C'est que le gestionnaire de projet va se focaliser sur les exigences du projet, alors que le business analyst va se focaliser sur les exigences et donc sur la découpe en tâches du produit à réaliser. Vous allez voir que je vais mettre un petit bémol à tout ce que je viens de vous dire maintenant, en termes de responsabilité. Okay? Alors, le framework Business Analyst, je fais le pari que vous le connaissez tous par cœur. Là, j'ai rien inventé, ça sort du BABOK, je le mets simplement pour fixer les idées. Okay? Alors, voici la classification des exigences représentée graphiquement telle que je pense qu'on peut l'interpréter à partir des définitions qui sont données dans le BABOK. On a les business requirements et puis on a des parties prenantes requirements. Derrière ça, on a un ensemble d'exigences de la solution qui contient à la fois des exigences fonctionnelles et des exigences non fonctionnelles. Et à côté encore, il y a des exigences concernant la transition, c'est-à-dire le passage de rien à une application ou le passage d'une application à une autre application. Ça, c'est la représentation de la classification des exigences à l'intérieur du BABOK. Là, maintenant, je vous donne un petit peu ma manière de voir les choses. Je vous propose le processus de développement des exigences en attirant votre attention sur 2 ou 3 points ici que j'estime fondamentaux. Et le premier, c'est le symbole en vert que vous voyez là, qui est découvrir. Je pense que nous, business analysts, nous ne faisons pas d'élicitation des requirements et nous n'allons pas les chercher. En anglais, c'est gathering et elicitation. Je pense que c'est pas notre boulot. Encore une fois, parce que nos utilisateurs ne parlent pas le langage requirements. On n'attend pas d'eux qu'ils nous expriment des exigences. Parfois, ils le font. Certains sont meilleurs que d'autres et sont déjà plus au fait d'un certain nombre de choses. Mais en gros, je considère que nous parlons requirements, nous les business analysts. Les utilisateurs parlent de problèmes, d'informations qu'ils nous donnent,
des points de difficulté qu'ils peuvent rencontrer à certains moments dans certains processus. Et donc, je pense que notre boulot n'est pas d'éliciter, n'est pas de rassembler, mais il est de découvrir les requirements. Ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Et j'espère vous choquer un peu en disant ça. OK? Choquer dans le bon sens. Hein? Pas choquer dans le sens où vous allez le rejeter, mais peut-être le choquer dans le sens où il y a peut-être quelque chose d'intéressant là. Et puis après, c'est très classique, on analyse. Tiens, on analyse. Je trouve qu'il y a un certain nombre de business analysts qui sont ce que j'appelle des passeurs de requirements. Ils font une espèce d'élicitation et de gathering. Ils pensent que ce sont des requirements. Ils analysent un tout petit peu, hein, et puis ils passent ça à l'équipe de développement en disant c'est ce que les utilisateurs veulent. Dans mon esprit, valeur ajoutée, 0. La phase d'analyse doit être une véritable phase de valeur ajoutée. Et puis, évidemment, il y a la phase de validation, la phase d'approbation. Et en parallèle de ces 4 phases-là, bien sûr, il y a la documentation qui intervient à tout moment. Alors, il y a 2 choses, une qui vient au-dessus, une qui vient en dessous. C'est un autre processus que j'identifie qui est la gestion des requirements. On n'en parlera pas trop aujourd'hui. Par contre, je vais essayer de vous parler un petit peu plus de la gestion, non pas des parties prenantes, mais de leur engagement. Vous allez voir que l'idée que je vous propose, c'est alors que quand on fait une analyse des parties prenantes, beaucoup de chefs de projet, de business analysts considèrent que ils sont en dehors du projet, même si on dit partie prenante. Il faut faire attention à celui-là, il veut telle information, etc. Lui est en danger, lui il risque peut-être de vouloir faire basculer ou ne donne pas d'informations, etc. Moi, je pense qu'il faut voir les choses de manière extrêmement positive, en disant ils font vraiment partie du projet. Okay? Et donc, mon boulot n'est pas seulement de les analyser, mais bien d'obtenir de leur part le meilleur engagement possible. Okay? C'est une approche, je dirais, fondamentalement tournée vers quelque chose de positif et d'entraînant. Okay? J'aurai l'occasion de le détailler un petit peu plus tard. Alors, voici la classification que moi je propose depuis des années. Alors, en gros, vous allez retrouver des choses que vous connaissez bien. Les business requirements, en haut à gauche, les requirements fonctionnels, en bas à droite, et puis en dessous, les requirements non fonctionnels que je mets aussi en regard des requirements de type système. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Ce sont des requirements liés à la notion de risque, à la notion de rapidité, temps de réponse, temps d'exécution, qualité des bases de données, des choses comme ça. Okay? On retrouve aussi les requirements de transition. Je vais pas trop parler aujourd'hui, si vous voulez bien, et je vous demande de m'en excuser, de ces Product Service Requirements. C'est un truc que j'introduis et qui prend pas mal de temps à introduire. Je voudrais seulement vous parler de la notion de Requirements de domaine et la notion de Requirements Regulatory. Celui qui est très facile pour moi à vous présenter, c'est les Requirements légaux, qui sont les regulatory, hein, qui sont des obligations légales, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, qu'elles soient officielles au niveau de la loi du pays ou qu'elles soient officielles au niveau de la loi de l'entreprise. Ce sont des exigences fonctionnelles, mais qu'on ne discute pas, qui sont par définition à inclure dans le projet. On ne les discute pas. Il faut bien entendu les analyser et voir dans quelle mesure on va les insérer, les intégrer et garder la cohérence de l'ensemble, mais elles ne se discutent pas. Maintenant, je vais vous parler, et j'espère aussi vous interpeller sur ce concept-ci. C'est les exigences d'un domaine fonctionnel. Alors, la question est partie pour moi de mon expérience personnelle.
Et croyez-moi, j'en ai fait des conversions d'applications. Parce qu'il y a une nouvelle technologie et parfois parce qu'il y a même des nouvelles exigences métiers. Mais en gros, ok, je dirais en gros, en moyenne, le passage, l'ensemble des exigences qui existaient à un moment donné, par rapport aux exigences qui doivent exister dans le nouveau système, la similitude entre les deux, c'est pas 0. C'est pas 100%, évidemment. Mais c'est beaucoup plus que 20%. C'est plus que 40%. C'est plus que 60%. C'est bien souvent proche de 80%. Les exigences d'un domaine. Je vais essayer de vous donner un autre exemple. Imaginez que vous ayez à analyser un domaine fonctionnel particulier. On peut imaginer la finance, on pourrait imaginer la gestion d'un entrepôt de stockage. Vous allez maintenant chez Amazon, et on vous demande de développer une application de gestion de l'entrepôt. Vous connaissez rien à la gestion d'entrepôt et vous dites, tiens, je vais acheter 5, 10 bouquins sur la gestion d'entrepôt. La question que je pose, c'est, à votre avis, quel est le pourcentage d'exigences fonctionnelles qu'on va trouver dans chacun de ces bouquins qui sont similaires? Ma réponse à moi, c'est 80%. Ce qui veut dire que, et je vous renvoie à un de mes arguments sur un de mes slides précédents, en disant, il faut que je sois bien préparé pour aller parler avec mon interlocuteur, avec ma partie prenante. La manière d'être bien préparé, c'est de connaître les exigences du domaine, quel que soit le métier dans lequel vous travaillez. En gros, que vous travaillez dans une, je vais même exagérer un peu les choses, dans une petite épicerie de quartier, que vous travaillez chez un constructeur automobile et que vous gérez l'entrepôt de pièces détachées, ou que vous ayez à gérer l'ensemble des entrepôts de produits à distribuer chez Amazon, vous faites de la gestion d'entrepôt. Et probablement, et dans mon esprit, il y a une bonne chance d'y arriver. Il y a 80% des fonctionnalités nécessaires dans les 3 cas qui sont identiques. Ça bouscule un peu l'entendement d'un certain nombre de choses. En tout cas, je vais vous dire un truc. Ça permet d'avancer beaucoup plus vite dans la gestion du projet et dans la compréhension des exigences. Pourquoi? Parce que de toute façon, les 80% qui sont similaires à toute une série d'entreprises, elles sont déjà connues. On les connaît. Si vous les connaissez pas, on peut les modéliser, on peut y aller, on peut étudier, on peut faire son boulot. Et ça va beaucoup plus vite parce qu'il faut même plus en discuter avec les parties prenantes. On peut très rapidement se mettre d'accord en 2 ou 3 heures de travail. Est-ce que c'est ça la gestion d'entrepôt? Ouais, on y est. On gère les entrées, les sorties. Il faut la picking list. Il faut savoir où sont situées les différentes pièces physiquement dans l'entrepôt, etc. Donc c'est très commun tout ça, et c'est commun à l'ensemble de ces différents types d'entrepôts. Donc on avance très vite sur ce qu'on connaît bien, ce qui est la base, les fondations, okay, au profit on va enfin pouvoir se concentrer sur les 20% qui peuvent être éventuellement à la fois des aspects spécifiques et qui sait peut-être sur des avantages concurrentiels. Et donc, quand je vous disais, moi j'ai demandé à mes business analysts de ne pas aller avec une feuille blanche rencontrer leurs parties prenantes, je leur disais, je veux voir sur votre feuille blanche 80% du modèle qu'on va déterminer à la fin. J'espère vous étonner un petit peu avec ça. S'il n'y a pas de questions, je continue d'avancer. Alors, et donc, voilà, je définis un tout petit peu les exigences de la part d'un domaine. Disez ça à Michel, votre aise. moi j'ai une question. Oui, Du coup, bien sûr.
qu'est-ce que tu mets dans les 80% que les business analysts doivent, on va dire peut-être imaginer ou préparer en termes de questionnaire? Non, c'est pas un questionnaire. Justement, merci beaucoup de poser cette question. Parce que c'est pas un questionnaire, c'est ce que je sais déjà. Les 80%, c'est ce que je dois savoir, c'est ce que je sais déjà, avant de commencer. Je peux, par exemple, te montrer à quoi ressemble un processus, et parfois même assez détaillé, d'une gestion des stocks, d'une gestion financière. Je peux te donner le modèle des données de la plupart des comptabilités qu'on va trouver sur le marché. OK? OK. Parce Donc, qu'elles il se ressemblent s'agit, toutes. Pardon? si je comprends bien, il s'agit de la compréhension de l'existant. Non, c'est même plus que l'existant. C'est avant l'existant. C'est ce qu'est fondamentalement la gestion d'un entrepôt avant de regarder la gestion de l'entrepôt de mon entreprise. Parce que de toute façon, les fondations, tu vas pas trop y toucher, elles sont les mêmes. Elles existent, elles sont bonnes, ces fondations, dans la plupart des cas. Et donc, c'est où est-ce que vous rencontrez des problèmes? Et donc, je vais en effet pouvoir me concentrer sur le problème, sur peut-être les 20% qui sont difficiles, au lieu de passer, c'est la loi des 80-20, hein, OK? On passe 80% du temps à faire 20% des requirements. Moi, je veux qu'on passe 80% du temps à gérer 20% des requirements. Parce que les 80% sont connus de tous. Alors, c'est une très bonne question que tu poses, parce que ça ne doit pas aider à poser des questions. Je pose pas de questions concernant ce machin-là. C'est les fondations, c'est immuable. Enfin, entendons-nous, hein, je suis pas occupé à faire du sectaire et du plan noir ou du 0-100% ou 100% zéro. Hein. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller vite. Ce qui m'intéresse, c'est de maîtriser le temps et surtout le temps de mes utilisateurs, de mes parties prenantes. Je consacre plus que 20% de leur temps, je consacre plus du temps que pour 20% des exigences. Parce que toutes les autres, elles sont, c'est banal, c'est connu, on sait comment ça fonctionne. Ça répond à ta question. Michel, oui, si je me permets en fait de rajouter quelque chose par rapport aux 80%, et si je fais référence en fait au BABOK, on va les trouver dans le domaine Elicitation and Collaboration, dans l'élément et dans la tâche Prepare en fait Elicitation, dans l'élément Support Material. Tout ce qui est les documents de support qu'on ramène avec nous pour commencer, pour préparer les licitations. Du coup, on commence en fait la licitation avec en fait un support qui va nous permettre de guider notre licitation complémentaire des 20%. OK. Alors, ça me paraît bon, ça. OK. Je vais me permettre, si tu veux bien, une toute petite nuance. Dans le BABOK, bien sûr, et comme disait d'ailleurs Nadège maintenant, on va regarder l'existant. Et donc, tu vas prendre avec toi toute la documentation que tu peux rassembler pour comprendre l'existant. Moi, j'ai peur que, d'abord, tu n'aies pas suffisamment d'informations pour comprendre l'existant et que de toute façon, rassembler cette information, même si tu as travaillé un petit peu dessus, tu vas quand même chercher à la valider avec ton utilisateur. Moi, je vais plus loin. Je considère que je vais plus loin et je vais d'autant plus loin que je veux que mes business analysts travaillent sur les modèles par défaut, sur les 80%, en dehors des projets. Et donc, j'ai organisé le travail de mon équipe de business analysts de telle sorte que j'ai des business analysts qui font de la business analyse en dehors des projets. Tu vois, je pousse ce concept je regarde les fonctionnalités d'un domaine particulier en dehors du projet et j'essaye d'être au démarrage du projet le mieux préparé possible. Ce que le BABOK ne va pas aussi loin que ça. Je considère même qu'il en est un peu éloigné.
même si, considérant ce que tu viens de dire, il faut bien entendu avoir rassemblé de l'information. D'ailleurs, tu pourrais dire aussi que dans le Babok, il décrivent un certain nombre de techniques pour obtenir de l'existant. Par exemple, on fait du shadowing. On va s'asseoir à côté d'une personne et on regarde comment elle fonctionne. Okay, on peut faire des interviews croisées. On peut faire des focus group. Tout ça, ça permet en effet de commencer à préparer les choses. Moi, mon idée fondamentale, que j'ai pas le temps de véritablement développer ici, c'est de dire, si les projets se cassent la figure, qu'ils soient en agile ou en cascade, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les besoins soient décrits à au moins 80% avant de commencer. Ça m'intéresse. Parce que ça améliore à la fois le temps, les ressources et la qualité de mon projet. Du coup, j'ai une autre question. Quels sont les indicateurs qui permettent de qualifier que les exigences sont comprises à 80% avant le démarrage du projet? OK. Je te dirais de manière un petit peu brutale, il n'y en a pas. OK. Alors, néanmoins, ta question est fondamentale. C'est Nadège, je crois. Hein. Néanmoins, ta question est fondamentale et je vais te dire pourquoi. D'abord, le 80%, ça peut être dans un cas 70 et ça peut être dans un autre cas 95. Hein. Entendons-nous bien. Hein. Je cite le chiffre de 80% pour fixer un petit peu les idées, mais peut-être que dans un truc complètement nouveau, ça peut être seulement 65. Hein. OK. Alors, comment tu vas j'interprète ta question de la manière suivante. Comment tu vas matérialiser ces 80%? C'est ça que tu cherches, je crois. OK? Oui, tu vas c'est voir bien ma ça. réponse tu vas voir ma réponse viendra plus tard. Là, je vais être un petit peu brutal. C'est pas avec des user stories. C'est peut-être avec des user cases. Alors, tant pis si vous me trouvez trop vieux, hein, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de chefs de projet, de business analysts qui ont oublié les constituants, les composants fondamentaux d'un système d'information. Et pour moi, les trois composants fondamentaux, il y en a 6, hein, mais les trois composants fondamentaux, ce sont les données, les processus et les règles de gestion. Et donc, si tu es capable de fabriquer une espèce de métamodèle des données, une espèce de métamodèle du processus et un ensemble de règles de gestion associées au processus et aux données, t'es pas loin des 80%, Nadège. OK? Du coup, est-ce que ça revient à faire du prototyping? Non. Le prototyping, c'est un autre outil qui permet de confronter l'utilisateur avec une première compréhension. Non, je ne vais pas dire une première, des compréhensions successives que l'on peut avoir de son besoin, ou de ses besoins. Tu es d'accord avec cette définition? Je suis, on va dire, peut-être que c'est moi qui ai du mal et peut-être qu'il y a une nuance. Parce que dans la compréhension et dans la proposition des métamodèles côté processus, règles de gestion et données, comment est-ce qu'on devrait l'appeler si c'est pas du prototyping? C'est pas du prototyping, c'est une description. Regarde bien, si c'était 100% des besoins, ce serait la documentation complète de l'application qu'on va développer. Okay. Aussi simple que ça. Ça, okay. Tu comprends, je pense. Okay? Oui, je comprends. Mais comme je suis prudent et que je sais qu'il y a des cas particuliers, des difficultés à comprendre, et peut-être bien parfois, Nadège, hein, et tous les autres, un avantage stratégique qui n'existe pas dans les 80% communs à l'ensemble de la gestion des entrepôts. Peut-être que dans telle entreprise, on a un processus particulier ou des types de données particulières qui font que, waouh, ça nous distingue de la compétition, de la concurrence. Ça, c'est pas dans les 80% communs, ok? Mais au moins, j'ai du temps et de la
compétences pour les analyser. Vous allez voir que plus tard, j'essaye de vendre la notion de vente, de défendre la notion de crédibilité. Il y a beaucoup trop de business analysts qui ne sont pas crédibles quand ils vont parler à des types en haut de l'échelle. Ils sont méprisés parce que ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce que ils n'ont pas la considération des types avec lesquels ils parlent. Ok. Alors, je voudrais introduire ici une petite nuance. Il se trouve que j'ai 40 ans d'expérience et que forcément, la palisse en aurait dit autant. J'ai pas toujours eu 40 ans d'expérience. Et donc, il peut y avoir des jeunes business analysts, des types avec un petit peu plus d'expérience et puis des gens très expérimentés. Ok. Forcément, comme team leader, je n'exige pas la même chose de chacun d'entre eux. Mais mon boulot, c'est de les aider à progresser. Et donc, si je peux mieux préparer les membres de mon équipe à faire leur travail, je considère que c'est mon boulot de team leader. Ok. Et une manière de les aider, c'était de dire, regarde l'existant pour au moins comprendre les fonctionnalités qui existent aujourd'hui dans la maison. Mais ne t'assois pas dessus. Lis 2 autres bouquins à côté. Voici d'ailleurs les 2 bouquins en question. Okay. Et complète-moi le modèle de données par rapport à celui qui existe dans l'entreprise et complètement avec des données que tu as trouvées dans les autres bouquins qui sont communs à tous. Tu vois? Et comme ça, pour moi, alors j'ai pas d'indicateur réel parce que on est il y a trop de paramètres dans l'histoire. Ça va? Mais crois-moi, moi, avec l'expérience que j'ai, je peux te dire que là, j'ai affaire à un bon modèle, tandis que là, j'ai affaire à un mauvais modèle. Hein. Ça va? Ok, d'accord. Donc, Okay. on va dire que ça se résume à l'expérience. Il n'y a pas une quantité d'entités. Par exemple, dans un data model, je vais pas te dire, paf, il faut 53 entités pour atteindre 80% des exigences communes. Je suis forcément, tu comprends bien ça, Nadège, je suis absolument incapable. Et d'ailleurs, je me ferai pas confiance là-dessus. Hein. Je suis absolument incapable de dire qu'il en fallait 53 et pas 42 ou pas 72, quoi. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Ok, je comprends. Mais à l'inverse, avec l'expérience, et là, tu as raison, j'ai un certain nombre, dans ma petite besace de professionnels, j'ai un certain nombre en gros, métamodèles concernant pas mal de domaines fonctionnels. OK? Si tu veux tiens, je vais faire une petite parenthèse juste pour faire vivre un peu le débat. Hein. La toute première fois que je prends la responsabilité de directeur informatique, à l'époque ça s'appelait comme ça, on disait pas DSI. Hein, il y a un des gars là qui est vraiment pas mal. Je vais revenir là-dessus aussi, qui présente de bonnes facultés d'abstraction. Vous allez voir que je vais beaucoup insister là-dessus plus tard. Et je lui dis, voilà, il y a un besoin du côté du commercial et je voudrais que tu ailles l'analyser. Je voudrais que tu retiennes une chose, c'est que l'utilisateur a toujours raison. Il part. C'est un type très fort. Hein. Ça date à plus de 20 ans et on est toujours des bons potes aujourd'hui. Hein. Le gars, il revient avec un modèle, en l'occurrence un modèle de données. Et je lui dis, non, c'est pas bon. Oui, mais c'est ce que l'utilisateur a dit. Je dis, oui, c'est possible, mais c'est pas bon. C'est pas comme ça que l'utilisateur est organisé. Ça correspond pas à un certain nombre de besoins qu'il a vraiment. Alors, encore une fois, l'utilisateur a pas bien exprimé son besoin. Mais moi, je ne demande pas que l'utilisateur exprime bien le besoin. Je demande aux business analysts de bien faire leur boulot. Et je lui ai complété la phrase en disant, l'utilisateur a toujours raison tant qu'il n'a pas tort. Il a été fâché 3 jours sur moi, il m'a pas parlé pendant 3 jours. Okay. Mais on est allé valider le modèle. Et il a compris les trous qu'avait laissé l'utilisateur en lui faisant part de ses besoins. Ça vous parle un peu, cette petite histoire? Elle est vraie, hein, je vous assure. Hein. OK? On continue? Ok. Il y a Gilles qui avait une question. Oui. Il a levé Gilles, la je main. t'écoute.
Faut juste mettre le micro. Allô? Oui, Oui, bonsoir. Gilles, on t'écoute. Ok, c'était lorsque Nadège demandait comment 80% auraient pu comprendre la problématique qu'elle posait. Donc, en plus de ce qui avait été dit, j'avais envie de poser la question, est-ce que des techniques telles que un brainstorming avec la possibilité de donner la possibilité aux différentes parties prenantes de cocher des cases sur un questionnaire ne pouvait pas aider le business analyst après avoir collecté ces informations-là pour être sûr que les différentes parties prenantes ont cerné peut-être les différentes données ou bien les différents problèmes qu'ils cherchent à résoudre ou les différents besoins qu'ils cherchent à résoudre. C'était ça que je voulais partager. Je vais essayer de traduire ta question pour voir si je te comprends bien. Hein? Donc, ton idée, c'est d'échanger avec les parties prenantes pour voir dans quelle mesure, toi, comme business analyst, tu es arrivé aux 80%. Oui? Je crois que c'est ça la question que tu poses. Pardon, tu peux répéter s'il te plaît, il y avait un petit bruit là où j'étais. Non, pas de souci, je répète. Il me semble que tu as posé la question suivante. Comment suis-je, moi, business analyst, confiant dans la compréhension que je peux avoir de ces fameux 80%? Et une manière d'y arriver, c'est d'échanger avec mes utilisateurs, avec mes parties prenantes, au travers d'un questionnaire. Est-ce que c'est la question que tu as posée? Oui, c'est ce que je demandais. Est-ce qu'on pouvait soumettre ça aussi comme proposition parmi les éléments que tout et chacun on était en train de proposer en fait? Gilles, la réponse est oui. Elle est oui, 1000 fois. OK. Et d'ailleurs, ça correspond un petit peu, si tu me permets, à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si j'ai fait un travail purement en autarcie, sur moi-même, dans mon bureau, OK, et que je suis arrivé à une espèce de compréhension des 80%, quand je vais rencontrer les parties prenantes pour la première fois, mon boulot, c'est pas de considérer qu'ils connaissent les 80%, que je les connais, qu'il faut plus rien faire avec ça. Pas du tout. Mon boulot, c'est d'au moins m'assurer que nous partageons la connaissance de ces fondements, de ces fondations. Et là, il y a un travail préalable à faire. Et meilleures ces fondations sont, en dehors du fait que plus vous aurez de crédibilité, plus vite vous allez aller dans la compréhension réciproque, utilisateur, business analyst, du contenu de ces 80%. Et donc, dans le fond, tu proposes à l'instant une autre manière d'y arriver. Non pas peut-être dans une réunion ou dans une présentation, mais par l'intermédiaire d'un questionnaire. Bravo. C'est très bien pour moi. OK? Il y a différents outils pour arriver. Tous les chemins mènent à Rome. Je veux dire, le but final, c'est on partage la compréhension. On a la même compréhension des exigences métiers, au début comme à la fin. Ça va? Et donc, l'idée d'un questionnaire me paraît... Merci beaucoup. OK. Je continue, s'il n'y a plus d'autres questions. J'espère que je suis dans les temps aussi. Alors, voilà des exemples de domaines. Je vous les liste là. Il y en a des dizaines de domaines, évidemment. Il nous alors, reste, les requirements... Michel, juste pour rappeler, il nous reste à peu près 20 minutes. Oui, ça va aller. Je tiens le coup. Merci, Nadège. Je n'ai pas de montre au bras et je n'ai pas encore vérifié tout ça. Donc, voilà les domaines. Les requirements, les regulatories, je vous en ai parlé aussi. Alors, maintenant, abordons le cœur du sujet, le Dream Team. Et là, de manière un peu conventionnelle, malgré que je vous ai dit que j'essayais de faire du non conventionnel, dans le cadre de la gestion de projet, je crois toujours qu'il y a un et un seul responsable du projet. C'est le chef de projet. Et dans l'équipe du chef de projet, il y a toutes sortes de compétences d'intervenants
temporaire ou permanent, peu importe, dont le business analyst. Et donc, à l'intérieur d'un projet, le business analyst dépend ou rapporte à son chef qui est le chef de projet. Là-dessus, je suis intransigeant. J'ai qu'un seul boss dans mon chef de projet. Si moi je suis DSI et que je veux savoir ce qu'il advient avec un projet, j'appelle pas le business analyst, j'appelle pas le programmeur, j'appelle pas le documentaliste, j'appelle pas les parties prenantes, j'appelle mon chef de projet. OK? Et c'est lui que je veux voir, et lui seul. Parce que c'est lui le seul responsable. OK? Alors, vous connaissez la notion de PMO. J'ai développé à côté, je vais pas le développer aujourd'hui, c'est vraiment pas l'objet, du Requirement Management Office. C'est quoi un RMO? Je vous en montrerai un tout petit peu dans la dernière partie de la présentation. Donc, j'ai voulu insister ici sur le fait que sur la gestion de projet, il y a un et un seul chef, c'est le chef de projet. On est d'accord? Alors, rebelote sur les activités, simplement, il est peut-être intéressant comme exercice à l'intérieur des DSI des entreprises de rapprocher les deux frameworks, le framework de gestion de projet et le framework de business analyst. Okay? Je connais pas beaucoup de gens qui l'ont fait. C'est très difficile. Alors, voilà la répartition des responsabilités que je vous propose. Et je pense que vous savez lire vous pouvez lire une matrice récit, hein, responsable, accountable, comptable, consulté ou informé. Oui. Regardez le schéma. En gros, qu'est-ce qu'il vous dit le schéma? Le chef de projet est responsable du projet, le business analyst est responsable du produit. Mais sur un projet, le business analyst dépend du chef de projet. Ce qui veut dire que le chef de projet regarde quand même le produit et le business analyst, il regarde quand même le projet. Donc, en gros, au niveau Work Breakdown Structure, le project manager, il est accountable et responsible. Le business analyst est consulté dans le cadre du projet, des exigences du projet, le project WBS. Le project manager est toujours accountable sur le projet pour le product WBS, alors que le business analyst en est le responsable. Si je suis PM, j'ai besoin d'un analyste. Alors, il y a encore beaucoup trop peu de PM qui sont bien conscients qu'ils ont besoin d'un business analyst, et c'est notre boulot de les rendre conscients de ça, okay? Et pas seulement le nôtre, mais celui de la IBA. Ils travaillent dans cette direction. Hein? Et donc, nous sommes responsables de la livraison et la préparation du product WBS, en sachant bien que l'ultime responsable de l'histoire, accountable, comme disent les Anglais, comptable, c'est le project manager. On est d'accord là-dessus? Tout le monde a bien pigé ça? Alors, voici un petit peu plus détaillé. Okay? Alors, il y a la charte de projet, il y a le project management plan avec la gestion du scope, la gestion des project requirements, et puis la gestion des parties prenantes, la gestion de la communication, hein, et donc il y a la communication au niveau du projet, il y a la communication au niveau du produit, et ici j'ai identifié une troisième qui est la communication au niveau des risques. Et je vous propose une matrice récit qui est là. Hein. Alors on n'a pas le temps de passer en revue chacun des points. Hein. Notez que je fais apparaître un troisième personnage qui est le sponsor. Par exemple, dans le cadre de la charte de projet, c'est le sponsor qui est comptable de l'histoire. Oui. Tandis que pour à peu près tous les autres, c'est le chef de projet qui est comptable et le business analyst, il est soit consulté, soit responsable. En gros, vous retenez ça. J'espère que ça vous paraît clair. C'est un truc un petit peu plus difficile. Ça demanderait pas mal de temps à passer en revue. Je sais compter sur vous pour regarder de nouveau la présentation et aller dans les détails. Hein? OK?
On peut passer là-dessus. Xavier. Oui, il y a Xavier qui a levé la main. Ça. J'ai encore une question, mais ça concerne la salle précédente. Vous pouvez juste venir en arrière. Oui. Ici, qu'est-ce que vous mettrez dans votre product WBS et qu'est-ce que vous mettrez dans votre project WBS? Attends, hein. Voilà. Voilà ce que je mets. Ça va? Mais tu vas m'aider. Puisque tu es un business analyst, quelle application on va faire? Donc là, Tu on veux prend faire un une exemple. comptabilité? Bon, je prends l'exemple d'une comptabilité. Oui. D'accord. Et comme ça, un peu brutalement, ou en tout cas brut de fonderie, j'ai en tête 3 types de comptabilité. La comptabilité générale, la comptabilité analytique et la comptabilité budgétaire. Il faut réaliser les 3. Eh bien, voilà déjà 3 lignes dans ma work breakdown structure de mon produit. D'accord. OK? OK. Tu veux que j'aille OK. plus loin? Et par rapport au project breakdown structure, qu'est-ce que vous mettrez, par exemple, pour ce produit? Alors, on va y aller. Voilà le détail. OK. Il y Donc là, a, je vais le décrire maintenant, un petit peu plus en détail pour répondre à ta question. À l'intérieur d'un planning de projet, dans mon esprit, et en tout cas ce que j'exige de tous mes project managers et business analysts, c'est une structure telle que celle-là. Il y a 2 grandes parties dans mon planning de projet. Il y a le project life cycle et il y a le product life cycle. D'un côté, c'est la décomposition WBS du projet et de l'autre côté, en dessous, c'est la décomposition WPS du produit. d'accord. OK? Donc, déjà là, tu as vu que je fais une grosse différence, un gros distinguo. OK? Et puis, ça, c'est la tâche principale, projet et produit. Et puis, en sous-tâche, je décompose comment? Eh bien, je décompose au niveau du projet par les process groups. Et donc, il va y avoir au moins 5 lignes, initiation, planning, exécution, contrôle et surveillance et clôture. Je vais avoir au moins 5 lignes. Chaque ligne étant décomposée par un délivrable que le chef de projet doit produire. Exemple, la charte de projet. Exemple, le reporting du projet sur le timing. Exemple, la gestion des risques, des risques. Exemple, la gestion budgétaire. Exemple, la gestion des ressources. OK? On peut voir ça dans cette partie-là du Project Life Cycle. Et puis, au niveau du Product Life Cycle, c'est au niveau des délivrables. Par exemple, on vient d'en identifier 3. Donc, je vais avoir un premier délivrable comptabilité générale, un deuxième délivrable comptabilité analytique, un troisième délivrable comptabilité budgétaire. À l'intérieur de la comptabilité générale, je vais avoir un certain nombre de sous-délivrables, OK, qui seront le plan comptable, par exemple, qui seront la gestion des factures d'entrée, qui sera aussi après la gestion des factures de sortie, éventuellement après la gestion des opérations diverses, etc., etc. Donc là, je découpe bien le produit final, la constitution, les composants fonctionnels de mon produit final se trouvent dans le Product Life Cycle, se trouvent dans le Product WBS. On est clair là-dessus? Oui. Et puis, pour chacun des délivrables, alors forcément, il y a des activités. On va analyser, valider, organiser des réunions, faire un focus group, documenter, faire signer, etc. Ça marche? La question était fondamentale. Elle est liée au transparent que je montre maintenant. Tous mes projets depuis longtemps sont structurés de cette manière-là. Il y a deux parties. Et d'ailleurs, dans la documentation, c'est la même chose. Je ne sais pas si j'en parle plus loin. La documentation, c'est la même chose. J'ai dans mon répertoire sur mon PC, j'ai un répertoire avec le nom du projet, et tout de suite en dessous, j'ai 2 répertoires.
le project WBS et le product WBS. Ça marche? D'accord. Ça, c'est fondamental. Je veux voir ça, quoi. Ça se discute même pas. Hein? D'accord. J'apprécie bien le modèle que vous proposez, mais pour Oui. moi, le grand frame, c'est d'avoir déjà le project life cycle. OK? Donc, comme vous disiez tout à l'heure, on a un project charter donc, qui va décliner de soit un objectif stratégique par rapport au groupe ou d'un problème existant qui sera prédécoupé et donné à un champion du projet qui va pouvoir, avec l'aide du sponsor, pouvoir mettre en place tout un projet qui va, bien sûr, avoir des attentes. Et donc, la responsabilité de ce chef de projet, c'est de mieux comprendre le problème posé depuis son project charter, de pouvoir aussi avoir toute une organisation de travail. OK? Donc, effectivement, avec un BA, il pourrait avoir une meilleure organisation en termes de requirements. Mais comme on dit en projet, il n'y a pas que les requirements. Donc, cela va constituer une phase du projet. Donc, selon le cycle qu'il va décider d'utiliser, selon la méthode DMIC toujours, il sera soit de la cascade ou bien un cycle itératif. Donc, de pouvoir minimiser les risques sur les cycles itératifs. Donc, déjà, tout ça sera défini en amont du projet. Et donc, le cycle qui sera utilisé fera partie du project life cycle. Donc, je m'explique, je donne un exemple pratique, par exemple. Si on prend le cas d'une vente d'assurance, OK? Donc, on décide de mettre en place sur le marché une application mobile qui va permettre de vendre de l'assurance. Donc, ensemble, on va décliner qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir obtenir ce produit. Donc, quelles sont les grandes étapes? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on va choisir comme cycle de produit? Donc, à savoir, OK, on aura les requirements, il faudra faire du testing et tout ça. Donc, cet élément-là va constituer, pour moi, ce que j'appelle toujours une cascade. On ne peut éviter la cascade en projet. Donc, on aura cette cascade et qui aujourd'hui va rentrer dans ce qu'on va appeler un cycle itératif. Parce que qui dit projet, il faut respecter toutes les étapes aussi pour pouvoir obtenir des résultats probants. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, on aura des product life cycle qui vont se retrouver soit directement sous des items liés à des process groupes ou qui vont juste être, je dirais plutôt, se chevaucher ou partager des éléments. Mais si on commence à découper de cette façon, pour moi, je ne le ferai pas parce qu'on va advenir après à ce qu'on va appeler un planning. Donc, de ce planning-là, on va aussi associer une table racine qui pourra aussi mapper qui doit faire quoi dans le projet et aussi dans quel délai. Et là, moi, je pense que c'est mieux maîtriser aussi en termes de coûts et en termes de budget et de voir à chaque niveau quelle est la progression réelle de notre projet. Parce que là, on est en train de faire une évolution à 2 échelles. Donc, on a un projet dit gestion du projet et un projet dit gestion du produit. Donc, on risque de se retrouver avec une autre personne pour pouvoir aussi gérer ces deux-là, pour pouvoir mutualiser. Donc, tout ça, pour moi, je vois déjà des coûts cachés. Je peux t'interrompre maintenant? Exactement. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Amara Xavier. OK. Je suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Hein. Ton prénom, en tout cas, et je m'en excuse. Alors, jusqu'à un certain point, j'allais te dire, tu as tout compris. À partir du moment où tu introduis une hiérarchie entre le Project Life Cycle et le Product Life Cycle, là, à mon avis, toi et moi, nous dévions. Dans mon esprit, ici, fondamentalement, on doit être capable de décrire les tâches, les sous-tâches, les activités, etc., du projet et du produit, entre guillemets, je vais te choquer un peu, indépendamment l'un de l'autre. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est que tout ça fonctionne. Et donc, comment on va le faire fonctionner? Justement dans le planning du projet, où il va y avoir les liens entre les phases. Tu ne vas pas mélanger le WPS du projet et du produit pour faire apparaître cette succession de tâches, alors que tu peux le faire
de manière très visuelle en introduisant les séquences entre les tâches. Je pense que là, ça c'est la réponse à ton problème, à ta question. Moi je privilégie, si tu veux, dans un premier temps, la bonne compréhension à la fois du cycle de vie du projet et du cycle de vie du produit, indépendamment l'un de l'autre. Je n'introduis pas de hiérarchie entre les deux. À l'inverse, après ça, je fais le lien entre les deux. Et je dis, tiens, tel produit, tel sous-produit doit être développé à ce moment-là ou avant tel autre. Parce que j'ai besoin de ceci ou j'ai besoin de cela. Et donc, c'est dans le timing et non pas dans la structure, mais c'est dans le timing que je fais apparaître la dépendance, les liens de dépendance entre les délivrables projets et les délivrables produits. J'espère que je suis arrivé à te convaincre. En fait, pour moi, ça revient à tout simplement suivre la logique du WBS. Parce que de ce que je comprends de la logique du WBS, c'est bien là même son utilité, de pouvoir avoir un découpage déjà correct du projet. Donc, qui dit découpage du projet, effectivement, je pense que ça doit être l'une des erreurs que beaucoup de chefs de projet et en organisation on rencontre, c'est de faire des projets sans inclure toutes les parties prenantes. Parce que si, dès l'initiation du projet, toutes les parties prenantes sont là, on sait plus ou moins quelles sont les grandes étapes à réaliser. Et à partir de cet instant, on peut maintenant passer sur un cycle itératif ou en cascade selon ce qu'on adopte ensemble. Mais il faudrait qu'on soit dès le départ. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la stratégie de développement doit être définie au départ. Je suis aussi d'accord avec toi que l'élaboration de ce WBS et l'élaboration du project planning doivent être faits, réalisés avec des parties prenantes. On est bien d'accord là-dessus. Je n'écarte personne dans l'histoire. Je veux dire, je l'ai pas mentionné, mais tellement ça me paraît évident, moi. Et Dieu sait si je bondis sur ma chaise quand je vois des types qui disent nous Agile on travaille avec les parties prenantes tandis que les gars du Cascade travaillent pas avec les parties prenantes. Ok? Je dis que ce gars-là il connaît rien. Ça va? Je suis un peu méchant vis-à-vis de ça. Officiellement, il nous reste 1 minute. Oui. Bon, alors, je pense qu'on est d'accord maintenant. J'avance un petit peu. Voilà, je voudrais revenir sur les compétences très rapidement. Rapidement. Les compétences critiques. Donc, la barre que vous voyez là, c'est que il y a des très bons project managers, mais qui connaissent rien au business analyst. Et à la business analyst, il y a des très bons business analysts qui connaissent rien à la gestion de projet. Et puis, il y a les types du milieu, qui connaissent assez bien l'un et l'autre. Et pour moi, les compétences critiques des business analysts, les hard skills, c'est la capacité d'abstraction. Je vais revenir là-dessus 2 secondes. Et de l'autre côté, du côté des soft skills, alors, le Babok est formidable sur les compétences. Il écrit très, très bien. Il y en a 6. C'est parfait. Ici, je mets moins l'accent sur 2 particuliers. Sur les hard skills, je veux que mes business analysts soient des gens qui soient capables de travailler dans l'abstrait. Et de l'autre côté, je veux qu'ils soient des bons communicateurs. Mais au milieu, tout le monde connaît la notion de WBS, même au niveau du project management. Alors, voilà les trucs d'abstraction. Je suis malheureusement obligé d'aller un petit peu plus vite maintenant. Voilà la notion de modélisation. C'est de la généralisation en recherchant des propriétés communes, en ignorant d'autres, surtout en fonction d'un but. Donc, regardez ça à votre aise. Je vous l'ai même laissé en français. Voilà l'idée d'un communication plan avec ses différentes composantes. Et je me suis fondu ici pour essayer de vous les détailler. Je vous donne rapidement un exemple sur la communication, le type de communication écrite, c'est des mails, du SharePoint, une newsletter, des meetings, service desk, etc. Voilà la structure du document à produire quand on fait un plan de communication. Ça va? Alors, sur l'engagement, je ne vais pas avoir le temps de m'étaler trop, mais en gros, l'engagement au niveau des parties prenantes, au niveau d'un projet, c'est ça. Mais nous, les business analysts, et vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai parlé de plusieurs phases, les voilà. Il y a une phase de découverte, il y a une phase de développement, une phase de déploiement. Et même après quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup dans les entreprises, c'est la phase de mesure de réalisation des bénéfices. Eh bien,
autant on fait du stakeholder analysis dans la phase de développement, comme ici, autant nous, les business analysts, on fait de l'engagement des parties prenantes pendant tout le cycle de vie et pas seulement pendant la phase de développement. J'insiste beaucoup là-dessus quand je dirige des équipes. Alors voici la notion de crédibilité. Je présente sur 2 axes. C'est pas moi qui l'ai inventé ça. La notion d'intégrité et d'empathie avec la notion de capabilité et je dirais reliability, quelqu'un qui est fiable. Et le trust, il est là-bas en haut. Alors finalement, voilà comment gagner à la fois l'un et l'autre. Je vous laisse lire ça à votre aise. Alors ici, j'insiste un tout petit peu là-dessus, Nadège, si tu me donnes encore 2 secondes. Voilà les 4 domaines de compétences que j'ai comme référence quand je dirige mes équipes. Je veux les former systématiquement sur les 4 domaines. Alors forcément, un jeune, on va plutôt le former sur la technologie, les outils, et un petit peu moins sur le fonctionnel, et encore un petit peu moins sur la stratégie et le business. Par contre, je veux que tous les ans, ils suivent des formations selon les 4 domaines qui sont là. Ça marche super, super bien, ce machin-là. Alors, finalement, on a vu ça, oui. Et donc, l'autre titre que je vous propose, c'est le rôle pivot des business analysts. Et ça, je le représente de cette manière-là. Dans l'aspect stratégie, le business intervient pour aider à définir les objectifs et les stratégies. Il intervient dans le développement des projets. Il intervient aussi dans l'exécution des opérations. Et il intervient aussi dans un point extrêmement faible dans les entreprises. C'est ce qu'on appelle relier la stratégie et l'exécution. Alors, une chose voilà, j'ai pas eu vraiment le temps de vous en parler beaucoup, mais en gros, si vous cachez la partie orange, toute DSI est organisée selon 3 grandes étapes: la planification, la construction et l'exécution. On voit le chef de projet et le PMO là-bas au-dessus, qui fait du planning et de la construction, qui fait pas du run. Par contre, moi, j'ai implémenté dans un certain nombre d'entreprises une fonction listen. Ça veut dire que j'anticipe les besoins des utilisateurs. Et pour ça, je définis, donc j'ai mon project BA qui est là, classique, plan build, mais je définis dans mon RMO, mon Requirements Management Office, 2 autres business analysts, le stratégique qui travaille sur l'anticipation des besoins et l'Operation BA ou le Support BA qui travaille sur le run. Je vous remercie 1000 fois, à la fois de votre attention et de vos questions. Nadège, la parole est à toi. Merci beaucoup, Michel. Je pense qu'on a abusé un peu du temps, mais si vous avez des questions, on peut prendre 2-3 questions avant de terminer. Moi, alors, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, probablement 8h30, 9h du soir. 20h45. Chez moi, il est presque 2h de l'après-midi. Donc, si vous voulez, je vous consacre tout le restant de l'après-midi. Mais je sais que probablement vous avez faim et que vous serez bientôt fatigué, que vous aurez envie d'aller soit rentrer chez vous, soit aller dormir. Je vous écoute quand même. On aurait bien voulu, donc 2 questions maximum, donc on vous écoute. Allez-y. Plus de questions. Plus de questions. Peut-être moi, je demanderais si c'est possible d'avoir la présentation plus tard pour la partager, parce qu'on a survolé pas mal d'éléments qui sont très intéressants et ce serait bien pour nous, en fait, d'approfondir tout cela. Et je pense que c'est enregistré, mais je pense qu'on aura l'occasion de te réinviter pour une autre session, parce que là, c'était short pour moi, vu le temps imparti, donc je pense qu'on va reprogrammer une autre session. Nadège, avec le plus grand plaisir. Et Michel, éventuellement pour le chapitre tunisien aussi. Bah, écoute, Abdelkader,